Le Starliner de Boeing, autrefois présenté comme un concurrent direct du Crew Dragon de SpaceX, est aujourd'hui devenu une véritable source d'embarras pour la NASA. Lors de la réunion de fin d'année avec l'Aerospace Safety Advisory Panel, l'agence a été ouvertement critiquée pour la manière dont elle a géré un incident survenu en 2024, un événement qui a frôlé la catastrophe, ainsi que pour son indécision à un moment crucial. Alors qu'est-ce qui a vraiment mal tourné et la NASA pourrait-elle aller jusqu'à annuler complètement le programme Starliner? On décrypte tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. Le 19 décembre 2025, l'Aerospace Safety Advisory Panel tenait une réunion spéciale de fin d'année afin de formuler ses recommandations officielles pour 2025. Des responsables de la NASA étaient en présent, revenant sur les événements marquants de l'année dans plusieurs programmes du Commercial Crew à Artemis. Au départ, la discussion suivait un ton classique très procédural, puis le focus s'est resserré. Sous la direction de l'ancien astronaute Charlie Precourt, les membres de la ZAP sont revenus sur l'incident Starliner de 2024, un dossier que beaucoup pensaient déjà clos. À ce moment-là, l'ambiance a changé. La salle s'est faite silencieuse, les représentants de la NASA avaient peu à ajouter et ce silence semblait presque calculé. Si la SAP a rouvert le dossier, c'est parce qu'il s'agissait de l'un des incidents les plus graves de l'année. Le vaisseau a failli perdre le contrôle, les astronautes ont potentiellement été en danger et la situation a forcé des décisions extrêmement complexes impliquant plusieurs équipes. Plus précisément, lorsque l'incident s'est produit en 2024, la NASA ne l'a pas immédiatement classé comme mishap ou comme high visibility close call, comme l'exigeant pourtant ses propres procédures internes. Et ce, malgré de réelles inquiétudes concernant une possible perte de contrôle du vaisseau avec le risque de perdre à la fois le véhicule et son équipage. Beaucoup estiment que cette hésitation visait à protéger l'image de Boeing ou plus exactement celle de la NASA. Après tout, l'agence avait attribué à Boeing un contrat de 4,2 milliards de dollars pour développer Starliner. Si le programme échouait publiquement, la responsabilité retomberait inévitablement aussi sur la NASA. Les conséquences ont été lourdes. En interne, des divisions nettes sont apparues. D'un côté, Steve Stich, responsable du programme Commercial Crew à la NASA, déclarait aux journalistes que le plan était de ramener les astronautes à bord de Starliner comme prévu. De son côté, Mark Nappi, alors directeur du programme Starliner chez Boeing, minimisait à plusieurs reprises la gravité des problèmes de propulsion lors des conférences de presse tout au long de la mission qui a duré près de 3 mois. En face, on trouvait des ingénieurs sécurité des astronautes et des membres de la haute direction profondément préoccupés par les risques encourus et par les responsabilités en cas d'échec. Parce que l'incident n'avait jamais été officiellement classifié, dès le départ, aucun processus clair ne définissait qui dirigeait l'enquête ni qui détenait l'autorité finale pour prendre une décision. Résultat des débats internes prolongés, une confusion sur la gestion des risques et un manque de clarté dangereux à un moment critique. Au final, la NASA a pris la bonne décision. Suni Williams et Butch Wilmore ne rentreraient pas sur Terre à bord de Starliner. Comme l'a expliqué plus tard Charlie Precourt, il y avait en temps réel une inquiétude réelle sans récupération d'une partie du contrôle. Ni l'amarrage ni la désorbitation ne pouvaient être assurés, ce qui aurait pu entraîner la perte du véhicule et de l'équipage. Compte tenu de la gravité de l'anomalie, la NASA a sagement utilisé le refuge sûr qu'est l'ISS pour effectuer des tests et des analyses au sol afin d'évaluer les différentes options de récupération. Si la NASA avait suivi la recommandation de l'ASAP en déclarant immédiatement la situation comme un incident en vol dès l'amarrage à l'ISS, lorsque les problèmes de propulseurs et les fuites d'hélium ont été identifiés, l'issue aurait pu être très différente. L'enquête aurait été confiée directement au bureau indépendant de la sécurité de la NASA au lieu de rester dans une zone grise gérée à la fois par le programme Commercial Crew et Boeing. Et surtout, les équipes de la NASA et de Boeing n'auraient-elles pas subi cette pression intense de devoir absolument ramener l'équipage sur Starliner coûte que coûte. Une équipe d'enquête indépendante aurait été formée plus tôt, les causes profondes identifiées plus rapidement et une décision claire aurait pu être prise beaucoup plus vite sans laisser Suni Williams et Butch Wilmore, pratiquement bloqués à bord de l'ISS,
pendant 9 mois supplémentaires. Mais peu importe l'angle sous lequel on regarde cette affaire, un fait restait impossible à masquer. Le vaisseau dans lequel la NASA avait placé tant de confiance était devenu une source d'embarras bien réelle. Une fois Starliner finalement revenu sur Terre, les enquêteurs ont rapidement identifié les principaux problèmes. D'abord, plusieurs fuites d'hélium dans le système de propulsion du module de service. Avant le lancement, une petite fuite avait été détectée au niveau de la bride d'un propulseur RCS, mais une fois en orbite, d'autres fuites sont apparues, portant le total à 5 fuites mineures. Cela a immédiatement soulevé des inquiétudes concernant la pression d'hélium essentielle pour pousser les ergols vers les propulseurs. La cause principale a été attribuée en partie à des joints en caoutchouc défectueux ou mal sertis. Ces fuites étaient jugées stables et ne représentaient pas une menace immédiate pour une mission de courte durée, mais elles restaient clairement inacceptables. Plus grave encore, il y avait la défaillance des propulseurs eux-mêmes. Lors de l'approche vers l'ISS-5, des 28 propulseurs RCS se sont arrêtés de manière inattendue, provoquant une perte temporaire du contrôle d'attitude et de la capacité de manœuvre. L'équipage a dû intervenir manuellement pendant que le contrôle au sol procédait à des réinitialisations du système. 4 propulseurs ont finalement pu être récupérés, mais l'un d'eux n'a jamais retrouvé un fonctionnement normal. Des essais au sol menés au White Sands Test Facility ont permis de reproduire la panne. Les enquêteurs ont déterminé que la cause principale était la déformation de joints en téflon sous l'effet de températures élevées. Ces joints déformés restreignaient le flux d'hélium, ce qui entraînait une surchauffe des propulseurs ou un comportement instable. Même si les conditions exactes n'ont pas pu être reproduites parfaitement sur le véhicule de vol, le mécanisme de défaillance était suffisamment clair pour susciter de sérieuses inquiétudes. Et c'est précisément ce qui rend cet épisode si difficile à accepter. Un vaisseau que la NASA avait accompagné et soutenu pendant des années n'aurait tout simplement pas dû échouer de cette manière. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir aux origines du programme Commercial Crew. Ses racines remontent à 2010, après le retrait de la navette spatiale, lorsque les États-Unis sont devenus entièrement dépendants du Soyouz russe pour accéder à l'ISS. L'objectif de la NASA était limpide: disposer de 2 systèmes américains indépendants de transport d'équipage, ce que l'agence appelle une redondance dissemblable. En clair, si l'un échoue, l'autre peut continuer à voler. C'est ainsi que la NASA a sélectionné 2 entreprises, SpaceX avec Crew Dragon et Boeing avec Starliner. Lorsque les contrats CCT-CAP ont été attribués en 2014, Boeing a reçu la part la plus importante, 4,2 milliards de dollars contre 2,6 milliards pour SpaceX. À l'époque, Boeing était perçu comme l'option la plus sûre. L'entreprise avait contribué aux premiers étages de la Saturn V pour Apollo, joué un rôle majeur dans la conception et l'exploitation de larges parties de la navette spatiale et était maître d'œuvre du segment orbital américain de l'ISS depuis 1993. Pourtant, entre 2015 et 2023, Starliner a accumulé les retards. La mission OFT, un sans équipage, en 2019 a échoué à cause d'erreurs logicielles. OFT2 a finalement réussi en 2022, mais de nouveaux problèmes sont apparus ensuite: ruban inflammable, valve de propulseur bloquée, inquiétude persistante sur la propulsion. Pendant toute cette période, la NASA est restée patiente, les contrats ont été modifiés, des financements supplémentaires approuvés et un soutien technique important maintenu. Officiellement, la direction de la NASA insistait sur le fait que certifier Starliner était une nécessité stratégique, non seulement pour la concurrence, mais surtout pour éviter de dépendre d'un seul fournisseur. Au final, des milliards de dollars ont été investis dans un vaisseau marqué par des problèmes récurrents. Pendant ce temps, Crew Dragon, autrefois considéré comme l'option la plus risquée, est devenu le pilier du programme. Il a transporté les astronautes, comblé le vide laissé par Starliner et même assuré des missions auparavant confiées au Soyouz, comme les roses d'orbite de l'ISS.
Alors, où en est Starliner aujourd'hui? Le vaisseau n'a toujours pas reçu la certification complète de la NASA pour des missions habitées régulières. Ce n'est pas vraiment surprenant. Boeing a déjà absorbé plus de 2 milliards de dollars de pertes sur le programme et en novembre 2025, la NASA a discrètement révisé le contrat Commercial Crew. Le nombre de missions garanties a été réduit de 6 vols habités à 4 missions. Au total, un vol cargo sans équipage et jusqu'à 3 missions habitées avec 2 options supplémentaires.